dans le Figaro, ne font pas confiance au président de la République et à son gouvernement pour lutter efficacement contre le terrorisme. On en a eu une autre preuve aujourd'hui avec Manuel Valls, le Premier ministre, sifflé à Nice. Et cette attitude, cette réaction hostile contraste avec ce qu'on avait vu lors des précédents attentats où on se souvient, le président de la République comme le Premier ministre avaient vu leur cote de popularité grimper fortement. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Dominique Merchet, pour qu'on bascule comme ça? Est-ce que c'est parce que les Français, cette fois, donnent au gouvernement une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé à Nice? Vous en conviendrez, Guillaume, c'est quand même assez rare de voir un président recevoir une telle baffe en direct dans l'histoire contemporaine. C'est-à-dire que vous avez un président qui vient à 13h à la télévision, après le défilé du 14 juillet, dans une posture de majesté, disant qu'il est là pour protéger les Français. Le soir même, le chef de l'État, chef des armées, le soir même, quelques heures après, tout ça est balayé dans des conditions épouvantables. Voilà, il y a une déstabilisation évidente. Ça accréditerait une forme d'impuissance? Oui, bien sûr, il y a une déstabilisation évidente, une fragilisation. On est tous extrêmement surpris par la violence de politique, au-delà de la violence terroriste, mais il y a une forte violence politique. Alors effectivement, après, nous sommes dans une campagne électorale, il y a la campagne des primaires, il y aura la présidentielle, et chacun joue justement, son jeu. La défense du gouvernement, c'est de dire aucun gouvernement n'a fait autant jusqu'ici. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Oui, je crois que c'est assez vrai. C'est assez vrai. C'est assez vrai. Je pense que ce que fait le gouvernement, par exemple Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, honnêtement, je pense qu'il fait du bon travail. Vanessa Kodatchoumi, vous pensez aussi qu'aucun gouvernement n'a fait, pour prolonger la question, autant que celui-ci contre le terrorisme? Est-ce que c'est lié à l'action du gouvernement ou est-ce que c'est lié à la situation qui n'a jamais été aussi dure en matière de terrorisme? C'est lié à un processus. En fait, on a une trentaine de législations antiterroristes depuis le milieu des années 80, donc ça n'a jamais arrêté, ce processus de lutter contre le terrorisme. Mais là, on voit très bien qu'il y a eu deux moments d'accélération. 2001, les attentats du 11 septembre 2001 à New York, qui ont là produit un processus. On va faire des lois, on va créer des normes, on va essayer d'harmoniser les législations antiterroristes au niveau européen. Et puis les attentats de Charlie Hebdo, 2005, qui ont conduit aussi à un renforcement de la lutte antiterroriste, qui va vers le toujours plus préventif. Il y a une nouvelle proposition qu'on entend depuis les attentats, c'est cette réserve opérationnelle qui a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Thibault de Montbrial. Ça vous paraît être une mesure efficace ou un outil de communication? Oui, mais... oui, c'est efficace parce que le fait d'embaucher des réservistes pour... Donc des réservistes de l'armée? Des réservistes de l'armée, de la police, de la gendarmerie, pour opérer un certain nombre de missions qui vont permettre de soulager les forces régaliennes, qui vont pouvoir se reposer, se réentraîner, etc. Donc ça, c'est bien. Mais moi, ce que je pense, c'est que, et je rebondis un petit peu sur la question précédente, tout en répondant à la vôtre, c'est que le gouvernement a fait beaucoup. Mais maintenant, on arrive au moment où il va falloir changer le logiciel de pensée. Et le sondage que vous venez de montrer signale que les citoyens, aujourd'hui, demandent plus. Et il faut sortir du cadre. On a un cadre dans lequel sont engoncés nos politiques parce qu'ils sont formatés. Ils sont formatés par des générations de paix, par un mode de gouvernance. C'est-à-dire quoi, sortir du cadre de l'état de droit, par exemple, ce que vous voulez dire? Pas de l'état de droit, mais il faut prendre des mesures qui sont aujourd'hui des mesures qu'on ne pouvait pas imaginer prendre avant. Je vous donne un exemple très simple. Le rapport à l'arme à feu en France. C'est un rapport qui est très ambigu. On dit les armes, c'est dangereux, etc. etc. L'arme est le seul moyen de stopper un attentat. Donc il y a une mesure, et je rebondis sur la réserve, qui serait une mesure de bon sens, qui ne coûterait quasiment rien et qui aurait une plus-value immédiate en termes de sécurité, c'est d'augmenter massivement le nombre de gens qui sont habillés en civil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier à l'avance, et qui sont armés dans les lieux publics, évidemment de façon contrôlée par l'État, avec deux types de populations. D'une part, les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie et de certaines unités militaires, à la fin de leur contrat, et d'autre part, pourquoi pas faire comme en Israël, avec une catégorie de citoyens évidemment soigneusement présélectionnés et entraînés, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan physique, pour qu'il y ait une surprise et que les gens qui attaquent dans les lieux publics ne puissent pas savoir si tout à coup le type qui fait les courses avec sa femme ne va pas sortir une arme et riposter. Ça, c'est un exemple pratique. Oui, mais c'est un exemple très important. D'accord, mais elle s'inscrit dans quelle matrice? C'est le terme que vous avez donné. Dans quel logiciel? Vous dites qu'il faut changer de logiciel et donc d'offre politique, visiblement. L'offre politique, c'est qu'il faut prendre des mesures qui permettent aux Français de comprendre que les gens
gens qui dirigent ont pris la mesure de ce que nous sommes en guerre. Nous avons notre population. Notre population est massacrée sur notre territoire. Et donc qui implique les Français, ce que vous voulez dire? Absolument. Et c'est le deuxième. Alors, ça sera après la deuxième partie, c'est qu'il faut impliquer les Français eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut apprendre la résilience. Quand on vit à Tokyo, on apprend les tremblements de terre. Un enfant de 5 ans sait ce qu'il faut faire s'il y a un tremblement de terre. C'est notre tremblement de terre à nous pour les 15 ans qui viennent. Thibault de Montbrial a avancé déjà donc, quelques mesures et l'opposition, globalement, on le disait tout à l'heure, conteste la politique du président de la République et du gouvernement. Et il y en a un autre qui a avancé ces mesures, c'est hier soir l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est intervenu à la télévision. Absolument, et qui, invité du journal de TF1, considérait, lui, que non, tout n'a pas été fait, et l'ancien président de proposer plusieurs mesures concrètes, pas encore mises en œuvre. Regardez-le. Tout ce qui aurait dû être fait depuis 18 mois, vous m'entendez, ne l'a pas été. Et il y a des choses qu'il faut faire. Les centres de rétention, la fermeture des lieux de culte dont nous ne voulons pas sur notre territoire, des centres de déradicalisation. Avec cela, on engage vraiment la guerre. Vanessa Colaccioni, c'est des mesures qui vous paraissent concrètement efficaces si elles étaient mises en œuvre? Je ne suis pas sûre que donner tout le pouvoir à l'administration soit une bonne chose. C'est-à-dire créer des centres de rétention, c'est donner encore plus de pouvoir au préfet, créer des sortes de camps d'hébergement. Et je ne suis pas sûre que ça a été montré dans le passé. Parce que ce serait de la détention préventive, en quelque sorte, avant qu'un délit ait été commis. Depuis le milieu des années 90, on n'est que dans le préventif, tout le temps. Les renseignements généraux, donner plus de pouvoir à l'administration, enfermer des gens avant procès, avant qu'il y ait preuve, avec un affaiblissement même de la preuve matérielle. Et tout ça est assez dangereux. Quant à fermer des lieux de culte, il faudrait pouvoir prouver que ce sont des lieux de culte extrêmement dangereux. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention aujourd'hui dans ce type de déclarations. Ce sont aussi des usages politiques des attentats. En même temps, Jean-Dominique Merchet, on a l'impression que l'opinion y est peut-être prête, parce que dans le même sondage, 81% des Français disent qu'ils sont prêts en gros, à ce qu'on rogne un peu les libertés publiques, si c'est pour être plus efficace contre le terrorisme. Oui, sans doute. Vous faites un sondage au lendemain d'une émotion considérable, il n'est pas étonnant que les résultats aillent dans ce sens-là. Mais que les Français soient plus sécuritaires que leurs dirigeants, ça ne date pas d'hier. Non, je pense que les gens ont envie d'être protégés et c'est tout à fait légitime. Après, quelle est la bonne méthode pour les protéger? J'en reviens quand même à Nicolas Sarkozy. Je trouve qu'il a quand même un peu la mémoire courte parce que c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a baissé les effectifs de la police, de la gendarmerie et des armées. C'est Nicolas Sarkozy qui, président de la République, a réformé la sécurité intérieure et de fait a démantelé l'outil. Il dit que la menace n'était pas la même à l'époque. Oui, enfin, la menace n'était peut-être pas la même, mais il faut prévoir les choses sur la durée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vois bien que nous sommes dans une campagne électorale, mais je pense qu'il faudrait ramener un peu de raison dans cette excitation politique. Et ces propositions de Nicolas Sarkozy, reprises par d'autres d'ailleurs dans l'opposition, des centres de rétention, des centres de déradicalisation, des fermetures de mosquées, en l'occurrence, Thibault de Montbrial, à l'heure qu'il est, vu les informations dont on dispose sur l'attentat de Nice, est-ce qu'elles auraient changé quoi que ce soit concerne le tueur de Nice? Sur l'attentat de Nice, probablement pas. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que quel que soit sur les mesures de M. Sarkozy, on peut les reprendre une à une. Il y en a qui sont plutôt bien, d'autres plutôt pas mal, d'autres plutôt moins bien. Et ce que vous disiez sur le problème des pouvoirs donnés à l'administration, avec quelles limites, etc., ça ouvre d'autres questions. Mais je reviens encore une fois sur votre sondage, parce que vous dites que c'est un sondage fait à l'émotion. Mais il y a toujours eu des sondages faits à l'émotion. En janvier 2015, sondage à l'émotion. En novembre 2015, sondage à l'émotion. Et les résultats n'étaient pas les mêmes. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est monter une exaspération de la population. Et si la population n'a pas l'impression que des mesures, alors évidemment sérieuses, pas cosmétiques, mais sont prises, qui sortent un peu du cadre habituel qu'on a l'habitude de voir, là, les risques d'effondrement de notre société, qui ont été pointés par un certain nombre de spécialistes depuis quelques mois, Patrick Calvar, le patron de la DGSI, vous l'évoquiez. Là, il y a un grave danger. Mais alors concrètement, que fait-on qu'on ne fait pas pour, comme vous le disiez tout à l'heure, rendre la société française plus résiliente? Parce que je pensais que vous alliez me demander que fait-on qu'on ne fait pas qu'on pourrait faire de façon extrêmement claire. Non, mais sur la partie de répression, il y a des endroits où le gouvernement ne veut pas aller pour ne pas déclencher d'émeutes en réponse et pour ne pas qu'il y ait des morts dans les forces de l'ordre dans certaines zones de France où on pourrait aller faire des perquisitions, aller chercher des gens. Le gouvernement, très clairement, ne veut pas y aller. Dans certaines banlieues? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle des zones de non-droit, des endroits où après, il faut faire attention la police aux termes. Et la justice ne veulent pas aller. Je dis qu'il y a des zones où les services de renseignement savent qu'il faudrait aller, mais savent qu'il y aurait un coût qui risquerait d'être une dégradation pendant quelques jours ou quelques semaines de la situation. Vanessa Colaccioni, oui, vous n'êtes pas d'accord. Il y a quand même eu 4 perquisitions administratives
administratives, 400 assignations à résidence dont on sait qu'elles ont touché des musulmans prioritairement. Oui. Donc on ne peut pas dire que les musulmans ne soient pas visés aussi par ces mesures-là. Juste un ou deux endroits auxquels vous pensez, Thibault de Montbrial, dans lesquels la police ne va pas? Ah bah là, il faudrait 5 minutes. Il y a une partie de la banlieue parisienne, il y a une partie de la ville de la banlieue de Grenoble, il y a une grande partie du sud-est, il y a des zones dans l'est, il y en a dans le nord, il y en a. Mais vous savez, attendez, j'ai rien inventé. Hein, bon, on va peut-être cibler aussi des quartiers et d'en faire des. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais attendez, ça c'est très intéressant. Et des populations. Mais c'est très intéressant. Là, on est en train de revenir sur le spectre des populations dangereuses. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, au-delà de ça, la vraie question, c'est aussi au-delà de ce marketing sécuritaire, parce que vous parliez de montrer de la sécurité pour rassurer les Français. Et justement, je ne disais pas cosmétique. Alors, la la résilience, en un mot. peut-être. Pardon, oui, je vous laisse. Oui, Jean-Dominique Machet. Sur la résilience. Là, on voit le côté compliqué du sujet. Il y en a d'autres. C'est de dire, on ne veut pas stigmatiser une population, et en même temps, on se dit, est-ce qu'il y a des lieux où les salafistes sont plus présents et qui favorisent l'émergence du terrorisme? Et donc, est-ce que c'est en luttant mieux contre cette islamisation de certaines banlieues qu'on sera plus efficace? Et comment faire pour lutter contre ce terror globalement, si vous voulez, moi j'ai l'impression que les mesures qui sont prises aujourd'hui, avec les différentes lois qui ont été adoptées récemment, ce que fait le gouvernement, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Personne n'arrive en disant voilà, c'est la mesure miracle, ou alors on décide. Il faut simplement le faire mieux, parce que clairement, on est en échec. Quand il y a 3 attentats massifs sur le territoire national en 18 mois, c'est que quelque chose ne marche pas. C'est évident. Parmi ce qui ne marche pas, éventuellement, Jean-Dominique Merchet, la question du renseignement, notamment du renseignement de proximité, y compris dans ces quartiers-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le renseignement, c'est un domaine qu'il faudra explorer davantage? Bien entendu. Et ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le renseignement territorial, ce qui permet de détecter les signaux faibles. C'est-à-dire, on parle de cette affaire de Nice, on voit qu'en une semaine, le gars se laisse pousser la barbe, arrête de boire de l'alcool et commence à avoir des discours djihadistes. Il n'est pas fiché, S, rien du tout, il n'est pas connu. Mais donc, c'est d'avoir des capacités de détection au plus bas niveau. Et pourquoi on n'y arrive plus, ça, aujourd'hui? C'est compliqué, il s'est arrêté de boire il y a une semaine. On n'y arrive plus parce que la police de terrain, la police territoriale, le renseignement territorial, ce qu'on appelait jadis les renseignements généraux, ont été retirés du terrain au fil des ans. Alors, il y a aujourd'hui un effort pour le réinvestir, ce terrain, y compris dans les prisons avec ce qu'on appelle le renseignement pénitentiaire, où on va voir les gens. Et c'est ces micro-capteurs, c'est tout petit, qui nécessitent un réseau extrêmement dense, que par exemple la gendarmerie a. Mais la gendarmerie n'est pas dans les zones les plus dures du terrorisme. Alors, qu'on voit remonter. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. On va essayer de dépasser un peu nos frontières, parce que la question de la lutte contre le terrorisme, elle concerne évidemment au premier chef la France, mais pas uniquement, c'est un enjeu international et européen. C'est d'ailleurs un peu paradoxal, parce que vous parlez de micro-réponses, et le gouvernement considère, lui, qu'il y a une partie de la réponse qui est globale, en tout cas qui est européenne. C'est la conviction de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, qui était à Bruxelles aujourd'hui pour une réunion avec ses homologues, et qui dit « on ne luttera pas contre le terrorisme sans davantage de coopération européenne ». Regardez. L'ordre du jour de cette réunion, la question du terrorisme est à nouveau en première ligne. Nous aurons une discussion pour voir comment nous pouvons amplifier encore ensemble notre action à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Thibault de Montbrial, on entend ce discours et en même temps, le terroriste de Nice, il vivait à 3 km de la promenade des Anglais. Donc vous avez la tout réponse à fait européenne... raison. Et il y a une chose qu'à mon avis, on ne dit pas assez, c'est qu'on peut prendre toutes les mesures qu'on veut. Il faut que la population s'habitue aussi, et non pas au sens se résigne, mais apprennent à vivre avec un risque qui ne va pas s'éteindre, même si toutes les mesures miracles étaient... C'est une forme de fatalisme auquel vous appelez là? C'est exactement l'inverse. On sait que ça va recommencer, et donc il faut apprendre à une population qui a eu la chance, et j'en suis le produit type, moi j'ai 48 ans, je n'ai connu que ça, de vivre dans un pays en paix et en pleine croissance. Il faut apprendre à vivre avec le risque d'attentat, cette israélisation de la société, ce modèle israélien qu'on doit intégrer? Absolument. Et il faut notamment apprendre, à mon sens, à nos jeunes, les gestes de premier secours, la conduite à tenir s'il se passe tel ou tel événement. Et parce que ça aura une double vertu. D'abord, des vertus individuelles si jamais on se trouve exposé, mais plus important encore à mes yeux, une vertu collective. Parce que moi, je suis très frappé par le fait que nous sommes attaqués pour la 3e fois, avec succès, mais il y a eu d'autres tentatives qui ont échoué, depuis 18 mois.
et qu'à chaque fois, on a l'impression que le pays est encore en sidération, avec des fleurs, des bougies, des larmes. Mais il y a un moment où... On entend aussi, Vanessa Coloccini, il faut apprendre à dépasser ça. Sur comment provoquer ce rebond citoyen, comment faire que la société, demain, ne se déchire pas, parce que c'est un risque qui a été soulevé par beaucoup. Déjà, je dirais qu'il faut éviter les récupérations politiques comme on entend ces derniers jours, parce que ça n'a pas arrêté, c'est-à-dire dès le soir même, quelques minutes, quelques heures après les attentats, il y a eu des récupérations politiques à des dénonciations de manque de responsabilité. Je crois que c'est pas bien. Je crois que déjà que la population est sidérée, choquée, entendre aussi qu'il y a eu des failles dans la responsabilité, etc., mettre en accusation, ça énerve la population. population. Le Premier ministre, elle aussi fait de la récupération politique. Mais parce qu'elle est aussi, il y a une montée en puissance, il y a une conflictualité autour de ces attentats qui fait que la population ne peut pas aussi être apaisée. Évidemment, il y a aussi l'effet répétitif, c'est-à-dire 3 attentats en 18 mois, on le comprend très bien. Il y a une capacité de résilience des Français aujourd'hui, bien sûr, 18 mois après. On voit très bien que déjà, aujourd'hui, il y a des gens qui retournent sur la promenade des Anglais, même avec toute la douleur. Est-ce que souvent, d'ailleurs, la population n'est pas plus raisonnable que ses responsables politiques? Je ne sais pas. Je n'en sais rien, peut-être. Je ne sais pas. Oui, moi je crois que personne, sérieusement en France, ne remet en cause aujourd'hui le travail des services de renseignement, des policiers, des gendarmes, des militaires. Personne, on ne siffle pas les gendarmes en disant, ou les policiers en disant, vous ne faites pas le boulot. Alors il y a effectivement une émotion politique qui est naturelle dans une démocratie. Mais le travail de lutte antiterroriste, il est quand même fait tous les jours par des gens qui sont au boulot et qui le font plutôt bien. Je racontais dans mon journal hier qu'on a évité 2 attentats pendant l'Euro. Voilà, ça c'est une réalité. C'est quand même des gars qui sont au boulot, dont on ne connaît pas le nom, dont on ne verra jamais à la télé, qui se feront ni applaudir ni siffler, et ils ont empêché 2 attentats. Donc merci. Le boulot est fait quand même. Merci Jean-Dominique Merchet et merci à vous 3. L'émission continue tout de suite avec François Saltiel qui va nous décrypter tout ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, justement pendant et après l'attentat de Nice. Puis Linda Lorrain nous parlera de la dernière création de l'artiste dissident chinois Ai Weiwei qui s'indigne du sort réservé aux réfugiés syriens. Mais tout d'abord, une petite parenthèse pour nous extraire un instant seulement de l'actualité avec l'œuf miroir. Ce soir, François Simon, notre célèbre critique gastronomique, s'étonne d'une nouvelle manie, le nomadisme culinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les nourritures ont la bougeotte. Elles ne tiennent plus en place. Alors que depuis des siècles, on était arrivé à les arrimer aux tables, aux horaires et à la bienséance, depuis une décennie, elles ont la danse de Saint-Guy, s'évaporent, gambadent. Cela s'appelle le nomadisme. Même votre café en est atteint. Il vous mène par le bout du nez, il vous balade dans son gobelet, transhume, transite, fout le camp dès qu'il y a un collègue barbant. C'est l'avantage de ces mœurs dissolues. Varier ses humeurs, s'attabler sur un banc, un quai de Seine, une banquette de train, entamer des festins à 4 sous, déclencher une romance au-dessus d'un kebab, d'un onigiri, d'un macaron à la pistache. Le nomadisme des rues, c'est bien entendu la street food des camions fumants ou non, des barres chocolatées, d'un petit pain au chocolat. La morale de l'histoire, ce n'est certainement pas un mal de confronter un monde aussi sérieux que la gastronomie à la volatilité, aux sautes d'humeur et au dérèglement des sens. Même les mots connaissent ce nomadisme régénérant. Ils prennent du double sens, parfois même interdits, oxygènent le vocabulaire, bousculent les discours, tirent sur tout ce qui maintenant bouge, les mots donc, les steaks en rondelles et les gobelets. Bonsoir Linda, bonsoir François, bienvenue à tous les deux. Alors vous François, vous avez décrypté donc ce que les réseaux sociaux ont diffusé depuis jeudi, donc pendant l'attentat de Nice et puis après, et on trouve comme souvent sur les réseaux sociaux le meilleur comme le pire. Et oui, c'est maintenant devenu une triste habitude, un réflexe. On ouvre les réseaux sociaux avant même la télévision et la radio pour s'informer, pour glaner de l'information sur les scènes d'attentats. Les individus présents sur les lieux deviennent des médias eux tout seuls grâce à leur smartphone. Ils peuvent diffuser vidéos, photos et textes et les diffuser sur Facebook, Twitter ou encore YouTube quasiment en temps réel. Et vous le disiez Renaud, pour le meilleur comme pour le pire. On va commencer par le meilleur. La première fonction des réseaux sociaux, c'est bien souvent de rassurer. Ça, c'est l'application Safety Check qu'on a connue lors des attentats parisiens de novembre. Donc Safety Check, c'est les utilisateurs de Facebook qui peuvent déclarer être en sécurité. Donc elle a été activée vers minuit 30, soit 2 heures après le début du carnage.
Et il y avait une autre application qui avait été lancée par le gouvernement dont la fonction était similaire, la CEP, le système d'alerte de l'information de la population, qui elle n'a pas fonctionné du tout, puisque c'est seulement vers 1h30 qu'elle a été efficace, ce qui prouve que l'État français n'est pas encore prêt de pouvoir se passer des géants américains que sont Twitter et Facebook pour pouvoir alerter les foules. Deuxième fonction, la solidarité, le mot dièse, le hashtag porte ouverte a de nouveau été activé en cette soirée tragique du 14 juillet. On l'avait connu encore une nouvelle fois à Paris lors du 13 novembre. Et puis des comptes Twitter qui se sont lancés, qui se sont montés pour recenser tous les appels à témoins. Et puis arrive le pire. Le pire, c'est le manque de discernement, c'est le voyeurisme, c'est la pulsion morbide de certains individus qui ne peuvent pas s'empêcher de photographier ces cadavres sans respecter la moindre règle de préservation de l'identité, les photographier, les publier, les diffuser. Et ils sont ensuite relayés par d'autres utilisateurs sur ces mêmes réseaux sociaux qui tentent laborieusement d'essayer de censurer ces images. Alors comment ça se passe? Ça se passe qu'a posteriori, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir qu'une fois que la vidéo ou que la photo a été diffusée. Ils le font manuellement par des modérateurs. Donc entre le moment où la vidéo est postée et entre le moment de la censure, il se passe un laps de temps suffisant pour que ce fichier soit dupliqué, copié et republié. Voilà pourquoi il est très très difficile de faire disparaître totalement un fichier ou une vidéo sur YouTube, sur Twitter ou encore sur Facebook. Et puis arrive le moment des rumeurs, celle qui a le plus couru lors de cette soirée du 14 juillet, c'est l'éventualité, l'hypothèse d'une prise d'otage qui aurait eu lieu au Buffalo Grill dans un premier temps et ensuite à l'hôtel Méridien. Une rumeur qui a tellement gonflé sur les réseaux sociaux que même des chaînes d'information continue comme LCI ont repris cette information, l'ont relayée sur leurs antennes, ce qui prouve aussi la prédominance des réseaux sociaux qui interagissent, qui agissent directement sur les médias traditionnels qui, de peur de passer à côté d'une information, préfèrent la publier sans vérifier. Et puis, phénomène nouveau, peut-être sur ce terrain niçois, on a assisté à un moment de délation. C'est-à-dire, ça s'est passé avec le témoignage d'une jeune femme qui, sur Twitter, sur Facebook, a déclaré ne pas avoir été recueillie par une gérante d'un restaurant niçois lorsqu'elle était en danger. Elle a frappé à la porte, on ne lui aurait pas ouvert. Du coup, elle a divulgué l'identité et le nom de ce restaurant niçois. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Un déferlement de haine, d'insultes, de menaces physiques suite à l'identité de cette personne qui, du coup, a dû réagir directement sur les réseaux sociaux en accordant une interview face caméra en faisant part du véritable lynchage médiatique qu'elle a vécu. Alors bien sûr, la question doit être posée de sa responsabilité ou non. Y a-t-il eu assistance ou non-assistance à personne en danger? Mais ce qui est certain, c'est que ces médias évoluent à travers leurs âges et des comportements malsain, bas de l'individu, comme ce lynchage médiatique, finalement demeure à travers les âges. Il faut reconnaître aussi, François, qu'on critique les réseaux sociaux, mais à la télévision aussi, il y a eu quelques dérapages. Le traitement visuel n'est pas toujours parfait. Il n'est pas parfait. On ne peut pas dire que France 2, par exemple, ait donné l'exemple en publiant des réactions à chaud et des images de cadavres, mais ils se sont par la suite excusés. Ils se sont excusés le lendemain, effectivement. Merci François. Alors vous, Linda, votre héros du jour, puisqu'il fallait en trouver un quand même, au contraire, dans cette actualité, c'était plus que jamais indispensable, c'est un artiste, et pas n'importe lequel, c'est un artiste militant dont l'œuvre s'indigne du sort qui est fait aux réfugiés syriens. C'est vrai que dans cette émission, j'aurais pu mettre en avant ces citoyens qui ont tenté de sauver d'autres citoyens le soir du 14 juillet à Nice. Mais je voulais aussi vous parler aujourd'hui de cet artiste militant. Il s'appelle Ai Weiwei. Il est né il y a 59 ans à Pékin. C'est un artiste qui a une conscience très politique dans tout son travail. La preuve avec sa dernière œuvre en date qui dénonce le sort des réfugiés syriens et surtout les crimes commis chaque soir, chaque jour par les passeurs. La semaine dernière, donc, il a installé cette œuvre à Vienne, en Autriche, dans le jardin du Belvédère. En fait, il a installé, vous le voyez, des gilets de sauvetage qui flottent dans ce bassin comme des lotus. Évidemment, c'est une métaphore. Ces gilets, il les a récupérés directement sur place à Lesbos, l'île grecque, où des milliers de réfugiés syriens s'entassent et tentent la traversée vers l'Europe. Cette île qui se trouve évidemment être la plus proche des côtes turques et où l'on trouve des centaines de milliers de gilets de sauvetage désormais sur les plages. Ce n'est pas le premier sujet sur lequel il se mobilise, parce qu'il a aussi pris position contre la répression au Tibet, pour les droits de l'homme en Chine. Est-ce que Ai Weiwei ne s'exprime pas sur trop de thèmes pour être totalement crédible? Si, un petit peu, mais c'est sans doute lié à ce qu'il a subi par le gouvernement chinois. On rappelle qu'il a été incarcéré en 2011 pendant 3 mois et du coup, il a ce besoin presque vital de s'exprimer sur les sujets qui le révoltent. Et la crise migratoire en particulier, c'est devenu le fil rouge de tout son travail depuis 1 an. Il faut savoir quand même que 3771 personnes seraient mortes en mer Méditerranée l'an dernier, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et depuis 1 an, c'est vrai que depuis la mort du petit Aylan Kurdi, vous savez, c'est ce petit réfugié syrien de 3 ans qu'on avait retrouvé noyé sur une plage de Turquie, eh bien, il tente de réveiller les consciences sur cette crise migratoire à travers son art, notamment à travers cette photo parue en janvier dernier dans le Washington Post
poste où il reproduit la scène de ce petit noyer. Et puis les gilets de sauvetage, il les avait déjà utilisés à Berlin il y a 5 mois. Il avait mis, vous le voyez encore là, 14 000 gilets de sauvetage sur le Concert Hall. Alors à Vienne, il y en a nettement moins des gilets. Il en a mis à peu près 1000 dans ce bassin. Mais évidemment, le message est aussi fort, surtout en Autriche, où il se pourrait qu'il y ait un président d'extrême droite qui soit élu très prochainement. Ouais, on le verra, ce sera en septembre, on verra cette élection. Merci beaucoup Linda, et voilà mes amis, 28 minutes est terminé. Sur l'antenne ce soir, un grand classique du cinéma français, Le Diable au corps, avec le jeune Gérard Philippe dans un rôle envoûtant. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 20h05. Auf Wiedersehen.